Bonjour, merci de m'avoir invité à cet après-midi sur la biodiversité. Donc, je suis Dominique Pontier, je suis professeure à l'Université de Lyon. Je travaille dans le domaine de l'écologie évolutive et de l'épidémiologie des maladies infectieuses. Et donc cet après-midi, je vais vous présenter une petite synthèse sur le thème de la biodiversité, un acteur qui a longtemps été oublié dans la santé et dont on commence à mesurer l'importance. Alors, la santé a longtemps été vue comme monolithique, c'est-à-dire qu'on a une cause qui va entraîner une maladie. Et très logiquement, bien, si on enlève la cause, on va enlever la maladie. Mais cette vision de la santé présente un certain nombre de limitations et notamment, elle oublie un certain nombre de facteurs très importants, comme le fait que l'être humain, eh bien, c'est un écosystème en lui-même, qui héberge des populations cellulaires et en plus grand nombre des populations parasitaires, des populations commensales. Il y a des interactions entre ces populations dans des réseaux d'interactions qui sont complexes et qui vont avoir une influence sur la santé. Et puis d'autre part, l'être humain, il ne vit pas isolé, il vit dans un écosystème et dans lequel il a une longue histoire évolutive d'exposition avec les agents pathogènes et un isolement trop grand de ces pathogènes, eh bien, peut avoir des effets négatifs. Donc typiquement en campagne, on a un moins grand nombre d'allergies que dans la ville et on suspecte que cette moindre exposition aux agents pathogènes en ville est à l'origine de cette augmentation de maladies allergiques. Et puis d'autre part, eh bien, les parasites, ils ne se laissent pas faire lorsqu'on essaye de les traiter. Ils vont évoluer, ils évoluent vers des formes de résistance et de multirésistance. Par ailleurs, eh bien, on a des nouvelles maladies qui émergent dans des écosystèmes qui sont particuliers, qui sont les hôpitaux. Ce sont les fameuses maladies nosocomiales. Et puis la santé humaine, eh bien, elle dépend de la santé animale. Donc on parle du concept une seule santé, One Health. Voilà, et donc au final, eh bien, on se rend compte que les maladies, elles n'ont pas une cause unique, mais qu'elles dépendent d'un grand nombre de facteurs, des interactions entre les parasites, du génome, de l'épigénome, de l'exposome, etc. Et donc finalement, toute cette complexité, eh bien, nous oblige à repenser la santé et à la replacer dans le cadre de la biodiversité et de l'évolution. Alors, qu'est-ce que c'est que la biodiversité ? Eh bien, c'est une notion qui est intuitivement qui est très simple, puisqu'on peut la définir comme le nombre d'espèces, on peut la définir comme un équilibre dynamique entre ces espèces, qui résulte d'une longue histoire évolutionniste entre ces différentes espèces, sous l'action de la sélection naturelle ou de mécanismes aléatoires. Mais on se rend compte de plus en plus avec les études que cette biodiversité, elle peut changer très rapidement. Donc, ce qui rend plus compliqué, évidemment, sa mesure. Donc, au final, eh bien, on a une notion qui est complexe, qui est également abstraite, puisqu'elle va dépendre aussi de la perception que chacun a de la biodiversité. Et par exemple, eh bien, les gens qui vivent dans la campagne ont une perception de la biodiversité qui est bien plus large que celle des habitants des villes. Et puis à cela s'ajoutent des dimensions psychologiques, culturelles, idéologiques, et aussi de visibilité de l'espèce. Alors, pour illustrer toutes ces dimensions, je vais prendre l'exemple de la bactérie. Donc, une bactérie, pour la plupart des gens, une bactérie, c'est la perception, c'est plutôt un agent de maladie, un agent de mort. Donc, les personnes n'ont pas eu d'expérience avec les bactéries parce qu'ils n'en ont pas vu. Donc, ce caractère invisible fait que la bactérie, eh bien, elle a des difficultés à entrer dans l'écosystème
notre écosystème, contrairement à un arbre ou un parc. Voilà. Et donc finalement, eh bien, c'est probablement ce caractère invisible qui a fait que la biodiversité microbiologique a longtemps été ignorée dans les écosystèmes. Et donc ainsi, cette biodiversité, elle se décline à différents niveaux d'organisation, de la cellule, enfin mon pointeur il marche plus, ah si, de la cellule jusqu'à l'écosystème, en interaction avec les composantes environnementales abiotiques, comme la température, comme la pollution, etc. Et donc la question c'est quelles sont les conséquences de la biodiversité, quelles peuvent être ces conséquences sur la santé? Eh bien, en fait, ça va dépendre de l'échelle à laquelle on va regarder la biodiversité. Alors, si on regarde en premier lieu l'échelle intra-haute, le niveau d'organisation intra-haute, eh bien, on a toutes les flores microbiennes qui jouent toutes des rôles majeurs, des fonctions qui assurent des fonctions fondamentales, et sans elles, l'organisme ne pourrait pas vivre très longtemps. Donc parmi les plus connus, bien, il y a la flore intestinale qui va jouer un rôle fondamental dans la digestion, dans l'absorption des nutriments, etc. Et puis, de plus en plus, on prend conscience que ces flores microbiennes, elles assurent aussi une protection contre les agents infectieux. Et là, on commence tout juste à appréhender ce rôle. Et en fait, c'est presque intuitif. C'est intuitif puisque finalement, lorsqu'il y a un pathogène qui rentre à l'intérieur d'un organisme, eh bien, ce pathogène, il va être confronté, il va se heurter à un écosystème complexe qui est formé par toutes ces populations microbiennes avec lesquelles il va interagir. Il va y avoir des phénomènes de compétition pour l'acquisition des ressources. Alors, finalement, de ce contexte découle une nouvelle définition de la maladie infectieuse. Cette maladie infectieuse, eh bien, on peut la voir non pas comme un agent pathogène, mais comme l'introduction ou la réintroduction d'une espèce qui va bouleverser l'écosystème qui l'héberge maintenant. Et cela, ça peut avoir des conséquences extrêmes, comme la mort de l'hôte. Alors, on peut passer à l'échelle supérieure. Cette échelle supérieure, c'est l'échelle des hôtes. Alors, pour le parasite, donc il a en face de lui une biodiversité d'hôtes. Et cette biodiversité d'hôtes potentielle, pour lui, eh bien, en fait, il la voit comme une hétérogénéité. Et cette hétérogénéité, eh bien, c'est une contrainte pour les parasites parce qu'ils ne peuvent pas être adaptés de façon optimale à tous leurs hôtes. Ce n'est pas possible. Et donc, de cette pression de sélection, finalement, qui provient de cette hétérogénéité, va naître un certain nombre, vont émerger des stratégies parasitaires. Et donc, selon le contexte, selon le parasite, avec, à l'extrémité du gradient, des agents pathogènes qui vont se spécialiser sur un hôte. Donc, par exemple, si on prend le cas de virus, en ciblant des récepteurs cellulaires qui vont être optimaux pour lui, donc qui vont lui permettre d'être performant, de bien se transmettre très facilement d'un hôte à l'autre. Et puis, à l'autre bout du gradient, on va avoir des parasites qui vont avoir un plus large spectre d'hôtes. Et en ayant ce plus large spectre d'autres, ça veut dire qu'ils vont être moins bien adaptés à chacun des hôtes. Par exemple, si on reprend le cas de mon virus, en ciblant des récepteurs cellulaires qui vont être communs à plusieurs espèces d'hôtes. Donc à la fin, il sera moins performant pour se transmettre d'un hôte à l'autre, puisqu'il sera moins adapté à tous ces hôtes qu'il est capable d'infecter. Donc finalement, la biodiversité des hôtes, c'est une hétérogénéité, c'est une contrainte pour les parasites qui vont amener à sélectionner dans cette biodiversité parasitaire
des stratégies, une diversité de stratégies parasitaires. Alors, cette maladaptation du parasite, eh bien, elle va avoir des conséquences pour la santé des hôtes qui les hébergent. Alors, ces conséquences, elles ont été étudiées du point de vue théorique vraiment très, très, très largement, et beaucoup moins du point de vue empirique. Donc ça, c'est toujours ennuyeux. Et on se rend compte de ces travaux que ces conséquences pour l'hôte peuvent être bénéfiques. Donc c'est l'effet de dilution. Alors dans certains contextes, ça marche. Du point de vue empirique, il y a eu récemment, les 2 dernières années, un grand débat sur l'effet de dilution. Alors cet effet de dilution, il postulait au départ que plus on avait une biodiversité large au niveau des populations d'hôtes, et moins on avait d'impact du parasitisme, donc des épidémies, moins d'épidémies meurtrières, etc. Mais c'est un peu une vision qui est simpliste, ou des conséquences néfastes. Donc, par exemple, celui qui a été étudié, c'est l'effet inverse de l'effet dilution, c'est l'effet d'amplification. Quand on a une biodiversité moindre, eh bien, les parasites un agent pathogène va pouvoir mieux se répandre dans la population et conduire à des épidémies, y compris meurtrières. Alors, pour vous faire comprendre, eh bien, j'ai choisi d'illustrer par un exemple complètement fictif, théorique. Donc, on va imaginer qu'on a un agent pathogène qui est capable d'infecter un grand nombre d'espèces d'hôtes. Et dans l'écosystème dans lequel il se trouve, eh bien, ces différentes espèces sont très peu représentées. Si elles sont très peu représentées, le parasite il va avoir besoin de toutes ces espèces pour pouvoir se transmettre. Alors, lorsqu'on regarde globalement, eh bien, on se rend compte que dans cette diversité d'espèces d'hôtes, on peut les catégoriser. On peut les catégoriser en des espèces que l'on va nommer des espèces fondamentales, qui sont cruciales pour la transmission de l'hôte, et puis des espèces secondaires, c'est-à-dire qu'elles, eh bien, le parasite va pouvoir les utiliser, mais ce n'est pas une catastrophe si elles ne sont pas là. Alors, pour les espèces fondamentales, eh bien là, si le parasite, si l'agent pathogène il tue son hôte, il va en payer le prix fort. Il va avoir un coût très élevé. Ce coût très élevé, ben, c'est tout simplement parce que s'il tue l'hôte, il va rompre la chaîne de transmission. Il rompt la chaîne de transmission, donc il est en train de scier la branche de l'arbre sur laquelle il est. Donc il va y avoir une pression de sélection très forte qui va agir sur cet agent pathogène donc, qui essaye de se transmettre parmi tout cet ensemble d'espèces et qui va sélectionner des souches de cet agent qui vont être de moindre pathogénicité, voire même complètement apathogènes pour les espèces d'hôtes qui sont fondamentales. Donc une létalité atténuée par la sélection naturelle. Mais pour les espèces secondaires, là, l'agent pathogène ne va pas payer un coût important lorsqu'il va tuer son hôte. Et donc dans ce cas, eh bien, pour ces espèces d'hôtes secondaires, la pathogénicité va rester très forte. Donc la létalité ou la pathogénicité, elle ne va pas être contrôlée par la sélection naturelle. Alors, on peut illustrer cet exemple théorique par ce qui s'est passé récemment avec le virus d'Ebola. Donc le virus Ebola qui circule dans des espèces fondamentales pour lui. Donc pour le moment, ça peut être les chauves-souris. On suspecte que les chauves-souris sont le réservoir de ce virus. Ce n'est pas encore démontré. Mais en tous les cas, ce qui est clair, c'est que dans les chauves-souris, manifestement, l'impact il tend vers 0. Et par contre, lorsque le virus malencontreusement change et va vers ces espèces secondaires, malencontreusement, ça peut être l'homme ou certaines espèces de primates non humains, alors là, ces espèces, elles vont payer un lourd tribut par rapport à ce virus. Donc voilà comment on peut
illustrer ce schéma par l'actualité. Et finalement, toutes ces études théoriques, en fait, elles ont été réalisées dans des conditions très spéciales. Elles ont été réalisées via des modèles qui font une hypothèse forte. Et cette hypothèse, c'est l'hypothèse d'équilibre dynamique entre les espèces de la communauté. Or, cet équilibre dynamique, il est de plus en plus rompu, notamment par les changements climatiques, mais pas que. Et finalement, eh bien, on n'a aucun outil théorique qui peut nous prédire ce qui peut se passer dans des communautés qui sont perturbées. Donc il y a un travail théorique à faire à cet endroit-là. Alors maintenant, bien, si on change encore d'échelle et que l'on regarde l'extérieur de l'hôte, eh bien, on peut, donc cette composante externe à l'hôte, on peut la décliner sous la forme de deux grandes composantes. Une première composante qui est représentée par des facteurs environnementaux, un ensemble de facteurs environnementaux dont on connaît de mieux en mieux, de plus en plus, les conséquences sur la santé. Et ça, c'est lié effectivement à la biodiversité. Alors, on peut citer par exemple la qualité de l'air, qui dépend en partie de la biodiversité des végétaux dépolluants. Et ces végétaux-là, qui dépendent pour leur pollinisation de la biodiversité des insectes. Et puis on peut citer aussi tous les facteurs qui vont permettre de réduire le stress. Et on se rend compte notamment que la présence d'espaces verts en ville diminue considérablement, enfin significativement en tous les cas, le stress des citadins. Et puis la deuxième composante, eh bien, ce sont les traitements donc, qui sont imposés par l'homme et dont on connaît de plus en plus, malheureusement, les effets collatéraux. Alors, on l'a vu, ces traitements, eh bien, ils modifient l'écosystème microbien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des populations microbiennes qui vont disparaître, mais pas toutes. Pas tout, c'est-à-dire que du fait que les agents microbiens ont un cycle de vie très court, les pressions de sélection qui s'abattent sur eux via ces traitements vont permettre de faire évoluer cette population vers des souches qui vont être résistantes, voire multirésistantes au traitement. Donc on a des micro-organismes qui s'adaptent très vite. Alors, et s'adaptent très vite, ça veut dire que nous, il faut qu'on puisse avoir un réservoir de diversité, une biodiversité de traitements. Et puis, d'autre part, pour maintenir cette biodiversité, il faut réfléchir à la manière d'utiliser ces traitements. Donc, ce sont vraiment des facteurs importants. Donc, il y a besoin de découvrir des nouvelles molécules. Et donc, pour les découvrir, eh bien, on peut se servir entre guillemets, on peut regarder dans la biodiversité, découvrir des nouvelles molécules dans la biodiversité végétale, animale ou microbienne. Et on peut également découvrir de nouveaux modèles animaux qui vont permettre d'inspirer la recherche en santé, de découvrir de nouveaux traitements. Donc je pense notamment au ratope pour la recherche contre le vieillissement. C'est un organisme vraiment très particulier qui vit très longtemps et manifestement ne fait pas de cancer, pas de phénomène de vieillissement, donc c'est une énigme. Et que de plus en plus, probablement, on va chercher à étudier pour comprendre. Alors, pour conclure, donc j'espère que je vous ai convaincu que l'étude du lien entre biodiversité et santé, eh bien, c'est une recherche qui est passionnante, mais au-delà des questions scientifiques que l'on peut poser, et que je n'ai pas décliné parce que ce n'était pas l'objectif de cet exposé, je voudrais juste insister sur les problèmes
d'organisation que cela pose à la recherche. Alors pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que, on l'a vu, c'est un problème qui est multi-échelle, qui va de la cellule, donc intra-hôte, passant par les populations, jusqu'à la composante environnementale. On a besoin de concepts théoriques et de formaliser tout ça pour comprendre, pour décrypter les mécanismes en jeu. Alors, les théories, comme je vous le disais, ces théories, elles ne se suffisent pas en elles-mêmes, et on a besoin de les confronter à des observations. Alors, ces observations, on a l'habitude, sauf que on a l'habitude, quand on travaille sur un système un hôte, un parasite, d'expérimenter sur ce système un hôte, un parasite, ça se fait. Par contre, maintenant, d'expérimenter dans la biodiversité, puisqu'il faut vraiment maintenant travailler dans la biodiversité, c'est beaucoup plus compliqué. De découvrir des mesures de biodiversité qui vont être pertinentes pour la santé, on en est encore loin, donc il y a du travail à faire. Et puis on a vu qu'il y avait aussi cette composante sociale et sociale, sociale, et donc on a besoin aussi du concours des experts en sciences humaines et sociales. Alors, tout ça pour vous dire que toute cette complexité-là que je viens de décliner nous montre qu'on a un réel besoin fort d'interdisciplinarité pour répondre aux questions qui vont se poser à l'avenir. Alors, pour l'illustrer, je vais prendre l'exemple des antibiotiques. Donc, et vous montrer que c'est effectivement un problème qui est fondamentalement interdisciplinaire. Alors, on l'a vu, c'est un facteur externe, mais pas que. Donc, ces traitements, eh bien, ils vont interagir avec toutes les flores microbiennes qui sont hébergées dans l'hôte. Et là, eh bien, il y a besoin de comprendre ces mécanismes d'interaction entre ces traitements et ces flores microbiennes. Et puis, on a vu que ces agents pathogènes, ils se défendent vis-à-vis de ces traitements. Donc, il y a une composante populationnelle et évolutionniste qui conduit à l'émergence de souches résistantes, voire multirésistantes. On a également une composante environnementale qui est importante. On va retrouver des résidus médicamenteux dans l'eau, chez les animaux, y compris dans la faune sauvage. Il y a des travaux qui montrent de plus en plus que ça s'accumule aussi dans la faune sauvage. Alors, dans la biodiversité, eh bien, on espère bien trouver des alternatives, des nouvelles molécules, des nouveaux systèmes modèles pour pouvoir progresser. Et enfin, eh bien, il y a aussi une composante psychologique et sociale forte, par exemple, qui peut même aller jusqu'à une détresse, thérapeutique. Par exemple, chez les gens à qui on diagnostique une angine virale et à qui on ne donne pas d'antibiotiques. Voilà, donc ça, c'est des éléments aussi à prendre en considération. Donc finalement, eh bien, on voit que il faut prendre en considération toutes ces composantes. Et on a besoin, donc c'est vraiment évidemment une complexité très forte qui émerge de toutes ces composantes. Et pour cette raison, eh bien, on a besoin de formaliser ce système complexe dans des modèles de gestion transéchelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il faut éviter en tous les cas, éviter de travailler sur une ou l'autre de ces composantes, sinon on aura des difficultés pour bien comprendre le système dans sa globalité. Donc qui va de la cellule
jusqu'à la perception du patient et de la population. Et voilà, je vous remercie pour votre attention.